Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, nous sommes sur le média We Are Sales, média dédié au sales B2B, plus particulièrement dans le secteur tech, digital et innovation. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble un sujet extrêmement intéressant qui est la réponse aux objections. Ça peut paraître effectivement plutôt banal, mais ça fait 12-18 mois qu'il n'y a aucun article de fond qui n'a travaillé effectivement ce sujet, un sujet extrêmement important, notamment parce qu'on arrive sur la fin du Q4, on est début décembre avec des objectifs commerciaux extrêmement ambitieux, donc j'imagine que vous avez vous tous la pression. On a donc décidé de réunir un parterre exceptionnel d'invités. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Qui veut commencer ? Allez, honneur à Pauline. Exactement, j'allais me proposer. Bonjour à tous, moi je m'appelle Pauline Brun, je suis Head of Sales chez Ringover sur la partie France. Donc ma mission aujourd'hui c'est d'encadrer et d'animer une équipe de commerciaux, donc Business Developer et Inside Sales. Et Ringover, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet aujourd'hui à des commerciaux par exemple d'être plus productifs dans toutes les interactions qu'ils auront avec leurs prospects ou leurs clients. On s'intègre aujourd'hui avec bon nombre d'outils métiers présents autour de cette table. Et puis ça permet également à d'autres départements, comme le support technique ou les services clients, effectivement d'accroître l'amélioration de leurs propres clients. Formidable. Je suis ravie d'être là. Allez Hugo, on va faire un petit tour comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Ramadier, je suis account executive mid-market chez Front depuis presque 3 ans. Sur la région IMIA, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et je suis responsable sur la partie découverte jusqu'au closing, jusqu'à la signature d'un contrat. Front, en quelques mots, c'est une plateforme de productivité qui révolutionne l'email, qui a plus de 7000 clients aujourd'hui et qui fournit comme valeur à ses clients de gagner plusieurs dizaines de milliers d'heures par an par entreprise. Voilà. Formidable, Maria. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Maria Willet, je suis Sales Enablement Manager ou directeur même maintenant chez Salesforce en France et uniquement sur le périmètre France depuis le 1er septembre. Ravie d'être parmi vous ce soir et Salesforce, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà cette entreprise. C'est une plateforme qui est au service des clients et qui peut proposer des outils autour du sales, du marketing, service, etc. etc. Top. Tom ? Bonjour à tous et merci Pierre-Michel pour l'invitation. Je m'appelle Tom Le Cogen, j'ai 26 ans. Je fais partie de l'équipe fondatrice de Mojo que j'ai rejoint en tant que premier sales il y a un peu plus d'1 an. Et concrètement, Mojo, c'est quoi ? C'est un outil qu'on a construit et qui permet d'améliorer la performance commerciale des commerciaux en venant analyser leurs conversations. Donc voilà, quand je suis arrivé, on était 5. Aujourd'hui, on est une équipe de 40 collaborateurs et on accompagne à peu près 150 clients. Superbe outil d'ailleurs qu'on va utiliser tout à l'heure pour écouter des rushs audio de réponses aux objections. Donc tu as la double pression effectivement d'utilisation de l'outil, de la réponse aux objections, donc on va pas mal te taquiner aussi sur ce sujet, et vous tous aussi bien évidemment. Alors ce que je vous propose c'est de rentrer déjà dans le vif du sujet, et on va voir si on peut déjà se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est une objection. Peut paraître simple, mais ce n'est pas si évident que ça. Hugo, je crois que tu as une bonne définition dont tu m'avais parlé quelques minutes avant le live talk. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne définition, en tout cas, c'est une définition que j'utilise assez souvent. Pour moi, une objection, c'est à un moment donné, dans le cycle de la vente, le commercial sait à peu près où est-ce qu'il va. Il connaît un peu les étapes pour arriver jusqu'à une signature, pour convertir un prospect en client. Donc il y a un schéma mental tout au long des discussions qu'il a avec un prospect. Le prospect, lui, ne sait pas forcément ce qu'il en est, ne sait pas forcément acheter. Et donc pour moi, les objections d'un prospect, c'est des questions qui vont survenir pendant des discussions avec le commercial. Ça peut être des questions, ça peut être des réactions impulsives, ça peut être un rejet, ça peut être simplement faire des gestes physiques avec son corps, c'est simplement ça. Donc c'est un arrêt sur image pendant le cycle de la vente qu'on aimerait bien être linéaire en tant que commerciaux, mais qui l'est jamais. Donc voilà. Ok, vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, plutôt. Moi, je suis plutôt d'accord. Ouais. Ça marche. Une autre définition peut-être, Pauline ? Écoute, dans l'ensemble, je rejoins effectivement ce que dit Hugo. Après, pour moi, une objection, donc c'est une question qui revient de manière systématique et obligatoire. Parce qu'à partir du moment où on interagit avec un prospect, il va y avoir des sollicitations, il va y avoir des questions. Donc je le disais effectivement en amorce de cet échange, c'est positif. Il y a un engagement, il y a une motivation, il y a un engouement qui fait qu'à un moment donné, il y a une interrogation. Par contre, elle met souvent le sales mal à l'aise.
C'est pour ça qu'on l'appelle en fait plus une objection. C'est parce qu'elle nous met mal à l'aise. Du coup, quand on est confronté dans ce cycle de vente-là, on est parfois déstabilisé parce qu'on perd pied face à des questions qu'on considère comme problématiques et négatives, alors qu'en fait, elles ne le sont pas forcément. Donc pour moi, une objection, c'est une question qui intervient au fil du cycle de vente. Il y en a différentes. Les premières que je connais et qu'on pratique souvent, parce que nous, on fait beaucoup de cold calling, de chasse, ce sont celles qu'on appelle effectivement les barrières naturelles. Je ne suis pas intéressée, je n'ai pas de besoin, je n'ai pas le temps. Ensuite, pendant le cycle de vente, une fois qu'il nous a au moins laissé un peu de temps pour pouvoir présenter ce que l'on fait, nos avantages clés, surtout pour lui, là, il va y avoir effectivement les objections liées au prix, aux produits, aux fonctionnalités, à la concurrence, choses un peu plus bateau, qu'on peut répondre avec de l'argumentaire ou avec les 3 techniques qu'on verra tout à l'heure. Et par contre, en fin de cycle de vente, là, il y a effectivement une autre typologie d'objection pour moi, et c'est ce qu'on appelle l'échappatoire. Et là, c'est à un moment donné, super, merci pour la présentation, mais je vais réfléchir, ou je vais voir la concurrence. Et du coup, pour chacune de ces objections ou questions qui nous mettent tous mal à l'aise, qu'on se le dise de manière très ouverte, il y a des réponses et des techniques. Ok, donc je vois déjà 3 points clés. Le point clé de la question pendant le cycle de vente. Le point clé qui arrive, à quel moment du cycle de vente, effectivement, la question apparaît. Et aussi, l'air de rien, l'intuitu personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que va ressentir le sales. Finalement, une objection, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui est désagréable. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter pour faire une définition de l'objection? Moi, je verrais bien, je me mettrais à la place du client, parce que là, on se met à la place du sales, mais on se met à la place du client. Qu'est-ce qu'il veut faire, le client, en posant des objections ou en posant des questions? C'est valider que c'est le bon produit pour lui, peut-être. Donc, du coup, ces objections sont très importantes parce qu'elles permettent vraiment de poser des questions qui mettent mal à l'aise le commercial, parce que le client, lui, s'il investit dans cette entreprise ou dans ce produit, faut qu'il soit sûr que ça suive, quoi. Donc, c'est vraiment la validation que c'est la bonne chose pour lui. Je pense que ça va dans ce sens. Donc, ça peut ne pas être négatif complètement, quoi. Et donc, est-ce que tu peux confirmer ça, que finalement pour les sales, c'est quelque chose de très désagréable, parce que le cœur de métier de Mojo, c'est finalement d'analyser les réactions comportementales des sales, notamment vis-à-vis de l'objection. Ça serait quoi ton point de vue sur ce sujet? Alors pour moi, une objection, ça se résume à une opportunité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. C'est une opportunité qui m'est donnée de rassurer mon prospect sur une crainte, une inquiétude. Et moi, personnellement, les objections ne me font pas tellement peur parce que j'ai de la chance. Chez Mojo, on a listé toutes les objections qu'on peut avoir et on connaît toutes les réponses qui fonctionnent pour rassurer notre prospect sur l'objection prix, l'objection concurrence. Et donc après, le but, c'est d'arriver à y répondre correctement. Et c'est beaucoup plus simple quand il y a déjà un de tes collègues qui a trouvé une réponse qui fonctionne et qui te l'a partagée. Ok, dans le sens où vous avez déjà un catalogue de réponses finalement aux objections? C'est ça, en fait, on a essayé de se poser la question de quelles sont toutes les objections qui peuvent survenir lors de notre cycle de vente et quelle est là ou les réponses qui fonctionnent à cette objection. Ok. D'autres choses que vous voulez rajouter avant qu'on valide cette définition? Est-ce qu'elle vous va? Je pense qu'on est assez Moi, il y a d'accord. déjà une chose sur laquelle j'aimerais un peu te challenger, c'est que tu disais finalement, une objection, c'est toutes les questions qui surviennent par rapport au cycle de vente, pendant le cycle de vente. Finalement, pour moi, des questions qui peuvent se poser au cycle de vente, tu prends une question par exemple, comment vous différenciez par exemple aux concurrents, front, dans l'étape de découverte des besoins, à la rigueur, ça reste qu'une question, c'est vraiment une interrogation. Par contre, si tu te poses cette question après avoir fait ta proposition commerciale et dans les étapes de fin de négociation et de closing, cette question devient une objection. Alors là, on arrive sur un point qui est peut-être les objections qui, moi, m'énervent. Ouais. Donc peut-être qu'on fait un peu un avance rapide, mais ce type, en fait, oui, tout du long du cycle de vente, il y aura des questions, il faut arriver à y répondre de la bonne manière. Une question, vous êtes trop cher au début du cycle de vente, et une question, vous êtes trop cher à la fin, ce n'est pas la même objection. Et pour ce que tu dis là, si on a fait toutes les étapes et à la fin, j'ai besoin un peu de temps pour réfléchir, ou vous êtes trop cher, ou je ne sais pas quoi, et que ça sort un petit peu de nulle part, pour moi, ça c'est une objection qui en cache une autre. Donc je pense qu'il faut, après, c'est au commercial d'arriver à identifier et à comprendre ce qui se cache en dessous. Mais une objection au premier call, au deuxième, au troisième ou au dixième, pour moi, n'a pas la même valeur et ne veut pas dire la même chose. Ok. Tiens, par curiosité, après on reprendra l'aspect un peu plus théorique, parce que lorsqu'on faisait un peu notre benchmark sur ce thème, l'objection qui revient souvent, la plus difficile, c'est effectivement lors du premier call.
première tentative de rendez-vous. Comment on passe cette barrière de j'ai pas le temps ou de bah, écoutez, envoyez-moi un mail et je regarderai votre plaquette, votre présentation commerciale et je reviens vers vous. Tiens, Maria, comment tu les formes, toi, chez Salesforce? C'est quoi la méthodologie pour icebreaker ça, quoi? Oui, ça c'est une bonne question. Alors la première chose que je dirais, il faut jamais oublier que des humains parlent des humains. On ne parle pas des machines. On ne peut pas réciter un texte comme si, tiens Maria, donne-moi exactement ce que je dois dire. Ça c'est compliqué en fait. Il faut que la personne, elle ait un contact. Donc une des premières choses que moi je dis à mes commerciaux quand ils démarrent, ou quand j'étais commerciale moi-même d'ailleurs, c'est mettez en avant votre côté humain. Vous n'êtes pas là pour l'embêter, vous n'êtes pas là pour lui vendre quoi que ce soit pour l'instant. Vous êtes là. Pas de script, quoi. Donc voilà, surtout pas de script, parce que là, du coup, en fait, si je lui donne un script, il va lire son script, là, c'est mort. Il est même pas passé la secrétaire, en fait. Donc, mais c'est très important qu'il mette le contexte tout de suite et que il y a cette espèce de relation qui doit se mettre en place avec le client. Le fameux côté humain, donc qui est très important. Alors évidemment, oui, j'ai pas le temps, appelez-moi demain, appelez-moi après-demain, ça, il va l'avoir à chaque fois. Mais c'est là, en fait, où il faut être efficace en tant que sales, puisque c'est ça le métier d'un sales, et savoir lui proposer quelque chose. Ok, d'accord, vous êtes occupé, donc prenons rendez-vous. Tu vois, c'est essayer d'aller très, très vite et d'être capable de répondre aux questions très, très vite. Et quand on est un sales et qu'on est en plein call, il faut que l'esprit se dise, OK, en fonction de la réponse qu'il va me faire, qu'est-ce que je vais faire après? Okay. Donc il faut anticiper ce qui va se passer. Donc au final, il ne faut pas effectivement apprendre par cœur un pitch, un scénario de vente, mais néanmoins quand même bien travailler effectivement son call par l'étude du persona pour essayer de créer un lien intuitu-personnel, pour icebreaker cette première période. Absolument. Très important de faire des recherches et de comprendre son client. Tu veux rajouter quelque chose sur ça? Comment toi tu fais par exemple? Parce que vous êtes toujours oui. dans des périodes de chasse, vous actuellement. On va essayer de... Ça s'arrête jamais? Moi j'ai de la chance, depuis un mois, il y a des SDR qui me bookent des rendez-vous, ce qui est nouveau pour moi. Mais en tout cas, quand je suis arrivé chez Mojo, j'étais seul avec notre CEO Paul et on chassait tous les deux. Et du coup, on appelait des head of sales comme Pauline pour essayer de prendre rendez-vous et essayer de leur montrer ce qu'on fait chez Mojo. Je pense que déjà la préparation, c'est vraiment essentiel. Si je call Pauline, elle a forcément pas le temps de me parler, donc il faut que j'essaie d'être assez rapide et bref. Et très certainement que je vais réussir à prendre un rendez-vous, mais elle va me dire ok, parfait, envoie-moi une invitation pour fin mai. Parfait. Et moi, bien sûr, ça ne va pas me convenir parce qu'en attendant, il faut bien que je close certains deals. Et du coup, pour moi, là, il faut juste mettre en avant la valeur qu'elle va manquer de maintenant à mai, en fait. Et en citant, bien sûr, quelques références et de la valeur qu'on leur apporte actuellement, en général, ça Donc fonctionne. l'empêcher de raccrocher, continue à parler quand même jusqu'à temps qu'elle raccroche le téléphone. Parce qu'il faut avoir quand même le moment, l'écoute pour pouvoir raconter tout ça. Ouais, en fait, je pense qu'il faut, une fois que tu commences ton call, il ne faut pas déjà demander est-ce que je te dérange, est-ce que tu as 2 minutes? Parce que oui, forcément, je la dérange et non, elle n'a pas 2 minutes. Donc en 30 secondes, il faut dire pourquoi je t'appelle et qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir finalement. Et être très bref. Alors la balance. Si Tom devait t'appeler, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, les petites astuces au démarrage, avant ces fameux objections, barrières naturelles qui sont j'ai pas le temps, je suis pas intéressée, j'ai pas de besoin, rappelez-moi, etc. On peut éventuellement en amont éviter cela s'il y a un prescripteur en interne. Parce que j'y suis déjà passée par quelqu'un en interne qui du coup va me faire un peu de presse, ou parce que je lui ai déjà envoyé une invitation LinkedIn avec un petit message personnalisé et qu'en plus je lui ai envoyé un SMS, pourquoi pas? Peu de gens aujourd'hui utilisent le SMS, sauf que c'est aujourd'hui le moyen de communication le moins utilisé en chasse. On utilise énormément de téléphones, nous en tout cas c'est ce qu'on permet avec Ringover, on utilise énormément aussi la visio et les rendez-vous physiques, le porte-à-porte, mais le SMS pas trop. Donc si déjà en amont, on va dire qu'on a interloqué à un moment donné le prospect de différentes manières, quand on va l'appeler, peut-être qu'il va se dire « Ah, elle me dit quelque chose. Alors attends, est-ce que je ne l'ai pas vu sur du LinkedIn? Est-ce que j'ai pas reçu un SMS d'elle? Bon, je ne vais pas non plus pouvoir l'envoyer bouler tout de suite. » Donc ça, c'est effectivement préparer le terrain en amont, je dirais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une certaine rigueur. Il faut s'organiser pour pouvoir y aller et le faire de la meilleure des façons. Et après, ce que j'aimerais qu'ils me disent, je pense, effectivement, je rejoins Maria sur le fait qu'avoir un script, ça fait robot et ça fait je te vends quelque chose tout de suite. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on attend quand on est appelé et quand on est chassé. Ce qu'on veut, c'est nous apporter de la valeur, effectivement, ou qu'on suscite mon intérêt. Et donc, il y a quelques petits trucs. Il y a un mot, si je devais en retenir un, c'est justement.
qui peut parfois être utilisé par les sales. Donc sur j'ai pas besoin, j'ai pas le temps et je suis pas intéressée. Justement, je comprends. Effectivement, avec votre poste de Head of Sales aujourd'hui, vous êtes extrêmement prise. C'est pour ça que je vous appelle, que ça va durer moins de 2 minutes et que j'aimerais convenir avec vous d'un autre rendez-vous en fonction de votre planning. Mais justement, vous n'avez pas de besoin, ça m'intéresse. Pourquoi ? Est-ce que vous seriez en mesure de me dire ce que vous avez à l'heure actuelle et qu'est-ce qui pourrait vous manquer ? Et essayez d'être curieux par rapport aux autres acteurs du marché ou lancer une petite punchline comme ça. Mais ce justement-là, ce n'est pas un script, ce n'est pas un grand dialogue ou monologue, mais c'est un petit mot qui va rassurer parfois le sales quand il va être confronté à ces fameuses barrières naturelles de « j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai pas de besoin ». Donc on peut peut-être l'utiliser, ce justement. Et pour revenir sur ça, si je peux, j'adore ce mot. Je ne l'utilise pas souvent et je pense que je vais en prendre note et l'utiliser, mais ça permet aussi de rebondir sans être pushy, sans être chiant, agressif et le commercial un peu véreux qui a envie absolument de parler au prospect alors que le prospect n'a pas envie. Ça permet d'avoir un peu de douceur aussi, de rondeur dans la façon dont on approche la discussion. Et après aussi, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a le call, donc là il y a des objections orales, vocales sur le call, mais aussi des emails, il y a des LinkedIn, il y a de l'écrit aussi, les objections qui sont côté écrit. Et je pense qu'un mélange de tout ça, si on arrive à apporter un peu de rondeur, de douceur, être un peu résilient aussi, parce que peut-être qu'en effet le prospect ne dira pas oui tout de suite. Peut-être qu'il dira oui au 5e, 6e call, 5e, 6e email, 3e post LinkedIn. Faut y aller doucement, ça prend du temps, ça faut le garder en tête, parce que ça ne se fait pas comme ça de closer des deals et ramener du business dans la boîte. Mais voilà, il faut être résilient. J'adore ce mot. Justement. Je connaissais, mais je n'avais jamais utilisé en conscience. Bon, on est quand même un peu, il faut quand même le reconnaître, sur la prise de rendez-vous d'affaires qualifiées. On doit être un peu quand même dans le hard selling. Même si après, derrière, on va dans la découverte du besoin, soft selling, on voit quand même les éléments clés. Il ne faut pas lâcher le morceau, il faut quand même un peu insister. Il faut quand même savoir et oser pouvoir le faire. Est-ce que vous mettez en place des méthodologies justement de travail en interne sur comment répondre à des objections? Après, on verra quelques cas concrets pour les analyser. Mais est-ce que vous avez des techniques que vous mettez en place, autres que des réponses effectivement qui sont déjà écrites selon les situations, pour comprendre, analyser et donner la bonne réponse à une objection? Je crois que Pauline, tu formes tes équipes, notamment avec le jeu de la balle, si tu pourras après aussi nous en parler aussi. Effectivement, alors ce n'est pas moi qui forme, parce qu'effectivement, on a tout un département de formation aujourd'hui chez Ringover qui gère donc tout l'onboarding des nouvelles ressources ou nouvelles arrivées, et puis effectivement un parcours de formation sur le moyen long terme. Donc c'est plutôt eux qui sont en charge de ça. Mais effectivement, la technique de la balle, c'est quand vous arrivez, donc on essaye de mélanger en plus tous les services lors des arrivées. Donc on peut avoir un technicien avec le côté technique, avec quelqu'un du marketing, un sales, etc. Et on va les faire travailler ensemble sur justement la connaissance et l'appropriation de Ringover, l'entité de la boîte, ses valeurs, nos concurrents, le marché au niveau global. Et le jeu de la balle, c'est effectivement, j'ai une balle de tennis, une balle de ping-pong, une balle de foot, ce que vous voulez. Et en fait, on va réciter ensemble des objections. Donc je vais balancer la balle à qui je veux autour de la table, Tom en l'occurrence, et je vais lui dire, j'ai pas de besoin. Je ne suis pas intéressée, tu ne m'intéresses pas. Toutes les punchlines en fait, que nous-mêmes on a vécues, soit à titre personnel ou à titre professionnel, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut mentionner aussi. Les prospects, tu parlais de l'humain tout à l'heure, les prospects qu'on contacte au quotidien, eux-mêmes sont contactés au quotidien à titre personnel, par Canal+, par Orange, j'ai rien contre ces sociétés-là, mais du coup il y a une sursollicitation aujourd'hui par le téléphone, par l'email, sur une multitude de services et de produits. Donc du coup effectivement il peut se sentir parfois agressé. Et donc cette technique de la balle permet un entraînement en fait, tout en étant bienveillant entre collaborateurs, d'enchaîner justement des objections, d'écouter les retours des autres. Et c'est assez formateur. Donc c'est effectivement ce qu'on utilise dans le cadre de l'onboarding. Effectivement, pour savoir improviser, il faut avoir de la répartie, il faut savoir effectivement rebondir. Des outils d'analyse effectivement des objections, Maria? Nous, comme je te disais tout à l'heure, on en parlait justement. Il y a quelques années, ça fait 7 ans que je fais de l'enablement. Il y a quelques années, on travaillait beaucoup ces objections. Depuis 3-4 ans, on ne fait plus de formation sur les objections. Par contre, on a retourné le problème. Plutôt que de dire on va répondre à des objections spécifiques, on va demander à nos commerciaux de comprendre quelles sont les valeurs de Salesforce, qu'est-ce que ça va apporter aux clients. Donc en fait, on a arrêter de répondre aux objections, parce qu'en fait, on considère que c'est des questions et pas des objections, mais on a retourné, maintenant, on les forme sur quels sont les avantages d'avoir Salesforce chez le client, qu'est-ce que ça va lui apporter et quel est son retour sur investissement.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on ne peut pas vraiment mesurer ces objections, du coup, puisqu'on a décidé qu'on ne répondait plus à des objections. Et comme je t'ai dit, j'ai retrouvé des formations qui dataient de 3-4 ans, mais il n'y a plus de formation aujourd'hui, et je n'en fais pas moi-même, sur ces objections. Alors comment on fait pour analyser une objection? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur une méthodologie? Moi, je veux bien. Vas-y. Et juste, je trouve ça hyper intéressant, mais je pense qu'on n'a pas tous la chance aujourd'hui d'être Salesforce. Parce qu'en fait, Salesforce, c'est quand même un autre game. Et je pense que certains d'entre nous autour de la table, on a des objections. Et la réalité, c'est qu'on doit y répondre. On n'est pas le numéro 1 de notre marché. Et il faut qu'on... Pas encore. Peut-être pas encore, mais en tout cas, il faut y répondre d'une manière claire. Et donc, nous, chez Mojo, il y a 2 points. Le premier, c'est déjà connaître les objections qu'on va avoir. Ça me paraît hyper bête ce que je dis là, ou peut-être naïf, mais quand on est nouveau et qu'on arrive chez Ringover, chez Front ou chez Mojo, il faut qu'on ait conscience un peu de la liste des objections qui peuvent survenir. Une fois qu'on a ça en tête, on va chercher à connaître les meilleures réponses. Et les meilleures réponses, en fait, on ne va pas les inventer, on ne va pas devoir les subir, on va juste regarder ce que Hugo a fait, ce que Pauline a fait, parce qu'en fait, ils sont là depuis 2-3 ans en général chez Ringover ou chez Front, et forcément qu'ils ont développé une réponse qui fonctionne à « vous êtes trop cher, je préfère aller voir votre concurrent ». Et donc, il n'y a pas besoin de réinventer la roue finalement, il y a juste besoin de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Et aujourd'hui, via des outils de voix sur IP, des outils d'analyse conversationnelle, on a la chance de pouvoir réécouter les appels de nos collègues qui sont en général plus expérimentés que nous. Et moi, si je rejoins Front demain, je vais réécouter tous les appels qu'a pu faire Hugo et me dire « Ah ok, à ce moment-là, lui dit ça et ça marche ». Et ça te mettra en confiance en plus. Et ça mettra en confiance, exactement. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est super important et ce qu'on pense chez Mojo, c'est qu'il faut d'abord entendre le prospect formuler l'objection, dire en fait, moi, je trouve que vous êtes trop cher et voilà pourquoi je trouve que vous êtes trop cher. Ok, déjà, c'est ça que moi, je vais entendre dans mes prochains calls. Et maintenant, voilà ce que Hugo lui répond avec un grand smile et ça marche. Et en fait, nous, on fait ça pour les 10-15 objections qu'on a tous les jours. Et je pense que là, si je demande à Hugo ou à Pauline, ils les connaissent, les 10-15 objections qu'ils ont tous les jours. C'est tout le temps les mêmes. Et après, il y a une autre méthode. Donc le premier point, c'est connaître la bonne réponse. Et le deuxième, c'est en fonction de certains de nos prospects, on sait que l'objection, elle va arriver. On en est persuadé. Et du coup, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut essayer de l'anticiper. Parce que finalement, si là, on me dit, Mojo, c'est trop cher, vu que je connais la bonne réponse, ma réponse, elle va être un peu mécanique. Et vu que je suis sales, ça va être biaisé. On ne va pas me croire, en fait. Et donc, moi, ce que je préfère faire, c'est... je vous donne un exemple concret, comme ça, c'est plus simple. Je m'occupe en ce moment du marché allemand, avant qu'on ait un head of sales qui arrive. Et en fait, sur ce marché-là, il y a une thématique qui revient à chaque fois, c'est la sécurité des données et la RGPD. On va écouter un audio Okay. sur le sujet. Okay. J'en ai un de... T'en as un après? Exactement. Ok, ça marche. Exactement. Donc on va l'analyser. Je crois que tu avais une petite méthodologie en 3 points. Ah si tu oui, peux nous 3 la donner, étapes. ouais, exactement. Alors, Ça, c'est pas carrément mal. Hugo qui m'a trouvé l'acronyme, Ouais. mais je ne savais même pas que ça existait. Mais effectivement, en 3 étapes. Donc, quand on a une objection, ça, je l'avais fait dans la petite vidéo des teasers de l'événement. La première chose très importante, c'est effectivement d'accueillir l'objection. Okay, parce que, comme tu disais, le rapport humain, j'entends ce que vous me dites, je comprends, je réceptionne, je suis en mode empathique. Okay, et ça vous laisse aussi, vous, le temps de souffler un coup, de prendre des notes éventuellement, de réfléchir aussi sur comment je vais pouvoir rebondir là-dessus. Okay, le deuxième point, donc ça c'est j'accueille, je suis empathique. Deuxième méthode, c'est j'isole l'objection pour essayer de comprendre justement s'il n'y en a pas qui sont cachés. Très important. Comment est-ce qu'on isole une objection? Écoutez, j'entends, vous êtes en train de me challenger du coup sur le prix. On est d'accord par contre sur tout le reste, tout ce qu'on vient de se dire juste avant et ce que je vous ai montré. Il n'y a pas d'autres objections, il n'y a pas d'autres questions. C'est le seul point qui nous reste à traiter, c'est bien ça. Ok, très bien. Et une fois qu'on a sa validation, qu'il n'y a pas d'autres hypothèses ou objections cachées, je pars sur la 3e étape qui est là le questionnement. Comment on traite une objection aujourd'hui? C'est sûrement pas avec de l'argumentation. On questionne, on creuse, donc je relance. Vous me parlez du prix, ok, c'est trop cher. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Alors j'entendais des trucs qui me disaient, il ne faut jamais demander par rapport à qui, par rapport à quoi, parce que ça remet en cause notre valeur. Donc tu as raison, si ça intervient en fin de cycle de vente, j'ai loupé une étape quoi qu'il en soit. Parce que ça veut dire que je n'ai pas réussi à être assez persuasif pour qu'il ait conscience que mon produit était le bon pour lui et qu'il allait lui apporter de la valeur. Néanmoins, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Je re-questionne, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il entend par là, par rapport à quoi il se benchmark. Voilà. Et pareil, une autre petite technique pour les échappatoires, le fameux « Ah ben c'est super, c'est intéressant Tom, mais je vais réfléchir ». On se rappelle au mois de mai du coup?
des trucs comme ça. Ou alors, bon, c'est parfait, génial, merci beaucoup, je vais voir avec la concurrence. Là, la petite technique, c'est alors que le sales a tendance à reculer avec le prospect, en disant mince, il est en train de reculer là, alors que j'étais à la fin du truc, bah, moi aussi je recule, bon, bah d'accord, ok, on se reverra au mois de mai. Non, il faut encore plus faire un pas en avant en re-questionnant. Ok, vous voulez qu'on se voit au mois de mai, vous n'êtes pas sûr, j'ai dû louper quelque chose avant. Qu'est-ce qui vous fait douter aujourd'hui? Sur quoi je suis passée trop vite? À quel moment vous n'avez pas perçu la valeur du coup de mon produit? Et là, on recreuse et on recreuse, et on est encore plus offensif du coup. Donc au moment où on a l'impression qu'on va le perdre, bah, il faut encore plus rentrer dans le détail pour savoir pourquoi est-ce qu'après tout, il va avoir la concurrence à côté ou une autre offre. Ou pourquoi, à un moment donné, il a besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu connais la valeur de mon produit, du coup. Donc voilà, il faut juste pratiquer, parce que ça, c'est un très bon point. Je pense que Tom évoquait avec Mojo ou même avec Ringover, le fait de réécouter les appels nous empêche justement ce fameux d'aller au casse-pipe quoi, et de devoir du coup tester en pratiquant. Là, le fait de réécouter les appels ou d'avoir du coaching en direct avec la double écoute, etc., ça nous met quand même beaucoup plus à l'aise. Top. Avant d'analyser justement l'audio là, sur la RGPD, comme tu as abordé, j'aurais une question, j'aimerais bien avoir ton point de vue, Hugo, de manière très opérationnelle. Quand tu fais effectivement tes ventes et quand tu as des objections, comment tu fais? Est-ce que tu vas les traiter au fur et à mesure, avec l'avantage de pouvoir passer au sujet suivant, mais au risque aussi un peu de déstructurer ton cycle de vente, ou est-ce que tu prends note de toutes les objections au fur et à mesure, et tu dis effectivement à ton prospect, j'y répondrai ensuite. Je fais la liste effectivement de tout ce qui ne va pas. Question. Et voilà, comment vous faites chez Front? Est-ce que cette méthodologie a été fixée dans le dur? Est-ce que c'est à l'appréciation de chacun? Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Ouais, alors nous, c'est plutôt à l'appréciation de chacun. On a des outils pour aussi faire du coaching sur les calls. On en fait de plus en plus, donc c'est très bien. Mais là-dessus, c'est plutôt chacun un petit peu sa méthode. Moi, j'aime bien m'adapter aux prospects parce que, bon, déjà, ils sont tous différents, c'est des humains, comme tu disais, Maria. Et une question avec deux prospects, ça ne veut peut-être pas dire la même chose. Et quand c'est des objections comme ça, quand il y en a plein, quand je sens qu'il y en a plein, en fait, je demande, vous avez beaucoup de questions juste comme ça, parce que si vous en avez 15, en fait, vous me les envoyez par mail. On les regarde une par une. Enfin, moi, je les regarde de mon côté. Ça dépend combien il y en a. Mais souvent, de manière générale, comme tu disais, je réponds par une question. Chez Salesforce, il y avait une analogie qui était, je crois que c'était mon AE là-bas qui m'avait dit, t'es pas non plus un chien qui va chercher une balle et la ramener à chaque fois au prospect. C'est vraiment vulgaire, mais c'est juste pour dire que pas parce qu'on nous pose une question qu'il faut répondre. Au contraire, il faut juste, comme tu disais, comprendre pourquoi cette question. Donc vous êtes trop cher, pourquoi on est trop cher? Rappelez-moi en mai. Qu'est-ce qui se passe en mai? Moi, en mai, c'est dans 6 mois. Je fais un pourquoi dans 6 mois? Donc, reposer une question, pas de manière agressive, mais juste pour essayer de comprendre. Et souvent, il se passe qu'en fait, ces objections se désamorcent toutes seules. Le prospect les neutralise tout seul en répondant « Oh ouais, non, en fait, oui, bon, c'est pas urgent, mais je me posais juste la question. » Donc, du coup, on le clarifie en posant une question. Et souvent aussi, s'il y en a vraiment beaucoup, je prends note. Et je dis, je reviens vers vous. C'est bien. Je ne reviens pas forcément vers eux. Okay. Parce que souvent, c'est une question, voilà, pourquoi ce bouton ne serait pas rose? Je ne sais pas pourquoi il ne serait pas rose. Si vous voulez, je peux regarder et je reviens vers vous. Mais pourquoi ce bouton-là, il est là et il ne serait pas là? Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas en français? Je ne sais pas, je peux demander, reviens vers vous. Et souvent, en fait, les gens ne relancent pas. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des vraies objections. Quand c'est des vrais pains, des vrais problèmes, des vraies questions, ils en reparlent. Ils insistent. Ouais, ils insistent et ils ont raison parce que c'est important pour eux. Donc là, c'est des objections excuses en fait, pour ne pas aller plus loin. Déjà, il faut éliminer les excuses parce qu'on n'a pas à répondre aux excuses, aux fausses objections et identifier les vraies et celles qui vont être des bloqueurs pour que le deal avance. Parce qu'il y en a qui vont peut-être juste le freiner mais pas l'arrêter et pas le bloquer. Je retiens 3 choses intéressantes dans ce que tu dis. La première chose, une technique, un tips, qui est effectivement répondre à une autre question par une autre question. Attention, il ne faut pas aller non plus dans la caricature. C'est combien? T'es prêt à payer combien? T'as combien dans ton portefeuille? Ça dépend, etc. etc. Et on s'en sort pas, un peu comme au souk. Donc, c'est très intelligent de le faire, mais il faut temporiser. Ouais. La deuxième chose, j'aime bien aussi quand tu dis la personne a beaucoup de questions, beaucoup d'objections, je reviens vers vous.
pour deux choses. D'une part, on est dans le soft selling, ça transforme la relation d'un commercial vendeur en client acheteur, puisque tout d'un coup, il va être en attente de ces solutions, donc ça va encore plus susciter son intérêt, il va être dans une posture j'espère qu'il aura les réponses à m'apporter, et aussi ça permet aussi de l'analyse et de temporiser aussi le client, et donc de rester maître de son cycle de vente. Par contre, je n'ai pas la totalité de ma réponse sur est-ce que tu conseilles plutôt de répondre au fur et à mesure ou à la fin. Tu as un peu abordé le sujet. J'aimerais bien savoir si toi, les directeurs commerciaux France de Salesforce te posaient la question sur comment former leurs sales. Sur ce sujet, tu leur répondrais quoi? De manière très simple. Est-ce que mieux vaut répondre au fur et à mesure ou tout à la fin, ou ça dépend, faites-le selon votre feeling, selon l'intuition personnelle que vous avez avec votre interlocuteur? Ben, je pense que, encore une fois, ça dépend vraiment des questions. Il y a des questions qu'il faut éliminer très très rapidement, qui sont les fausses questions d'excuses. Non, mais j'ai pas le temps. Mais pourquoi vous n'avez pas le temps? Parce que je sais pas. Okay. Parce qu'il faut on oublie la première étape du cycle de vente. On détermine ce qu'on appelle le démo, du coup. Voilà, on est en phase de démo, mais négociation. il y a quand même un truc qu'on n'a pas déterminé au départ, c'est le compelling event. Pourquoi Salesforce, enfin, pourquoi Mojo, pourquoi, etc. Pourquoi ce produit-là? Pourquoi maintenant? Et pourquoi, donc si on n'a pas déterminé le moment et pourquoi c'est important qu'on se parle, du coup, les objections, il va y en avoir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, il n'y a pas de bonne façon de faire. Je pense qu'il y a la meilleure façon. On est toujours face à des humains, donc on ne sait pas comment ils vont réagir face aux questions. Donc, la première chose, c'est s'il y en a beaucoup, vaut mieux pas répondre tout de suite, parce que ça, c'est clair qu'on va au clash et on va aux excuses. Par contre, on est dans l'argumentation, contre-argumentation, le harcelling, on perd le fil. On perd le fil du coup de la et puis présentation. surtout, en fait, là, au bout du compte, c'est une excuse pour pas acheter. Point. Okay. Donc là, il faut même pas perdre son temps. Il faut passer à l'autre vente. Par contre, si jamais c'est une objection qui peut vraiment faire basculer la vente d'un côté ou de l'autre, là, je pense qu'il faut prendre le temps de répondre. Il ne faut jamais, de toute façon, jamais confondre vitesse et précipitation. On ne vendra pas plus vite parce qu'on répondra plus vite. C'est vrai. D'accord? Donc, vraiment très important de bien comprendre pourquoi il a cette objection. Qu'est-ce qui va faire que, et c'est pour ça qu'il faut poser des questions, et sans que ce soit de l'inquisition, mais poser des questions pour comprendre pourquoi il a cette objection. Okay. Si c'est sur le prix, pourquoi on est trop cher, pourquoi il a regardé notre solution ou pourquoi on se parle si tu penses que dès le départ c'est trop cher. Donc ça veut dire qu'on n'a peut-être pas fait bien notre travail au départ de qualification. Donc, mais c'est très très important de balancer le tout de suite et la réflexion plus tard, répondre plus tard. Ça peut dépendre aussi de la complexité de la solution, de la longueur du cycle de vente. On va en reparler. Ce que je vous propose, j'aime bien ces petits interludes avec des cas concrets. On va s'écouter deux objections. On va commencer par l'objection sur le recording, puisque ça correspondait un peu à ton anecdote sur l'Allemagne. J'ai toujours rêvé de dire ça. La régie, si vous pouvez m'envoyer la piste numéro 2, objection recording, s'il vous plaît. Non, j'avais une dernière question là qui vient de me revenir. C'était sur la partie GDPR, justement. Vous êtes obligé de demander, on est obligé de demander en début de call si le client est OK. Il y a l'enregistrement qui apparaît en haut, et donc c'est comme ça que ça se fait. Exactement. On ne peut pas. Nous, on vous recommandera d'être GDPR compliant, surtout qu'il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, on a moins de 20% des calls où les gens refusent d'être enregistrés. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. J'ai plus en tête vos outils de visioconférence. On a Zoom. Okay. Google Meet. De toute façon, Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, c'est la fonctionnalité est par défaut, tu auras en haut à gauche pendant le meeting, et au moment de rejoindre le meeting, tu auras une pop-up avec un texte paramétrable, et tu dis ce meeting va être enregistré. Le pitch, si jamais vous êtes challengé, mais si tu fais un call avec tous nos clients, c'est en fait j'enregistre mon call pour simplifier ma prise de notes, et vous n'avez pas montré la fonctionnalité, mais vous pouvez ensuite envoyer le lien de l'enregistrement à votre prospect. Donc dans le cas où tu fais une démo, il n'y a pas tous les décisionnaires, c'est compliqué de remonter jusqu'au décisionnaire. Tu peux highlight les moments très importants de la démo. Tu vois, pas 15 minutes, mais ne serait-ce qu'une minute, et de le mettre dans un mail de follow-up en disant voilà la minute importante de la démo, en espérant évidemment créer une accroche. Donc c'est très commercial, mais tu peux envoyer ce lien. D'accord. 15 minutes, mais... Ok. Alors j'espère que vous avez bien tous entendu l'objection. Alors, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette réponse à l'objection? Écoutez, la solution Mojo qui enregistre le call, est-ce que c'est RGPD compliant? Moi, j'ai mon analyse et qui est mi-bonne, mi-molette, quoi, un peu entre les deux, quoi.
C'était un client qui était où, ça? En France? C'était C'est un client ça français, ouais. Un client Ah oui, français c'était pas ton anecdote. Bon. Ok. Pardon. Alors déjà, il y a la question de est-ce que c'est une objection? Parce que effectivement, je pense Exactement. plus que c'est une question. Là, aujourd'hui, on est tous confrontés à ça. Moi aussi, j'ai souvent, mais les données sont stockées où? Est-ce que vous êtes RGPD? Est-ce que vous êtes bien français? Bon, effectivement, pour moi, c'est pas vraiment une objection. C'est plus une question sur, OK, comment vous fonctionnez et dans quel cadre légal, si demain je m'engage avec vous, je vais évoluer. Après, sur la réponse, c'est Paul, c'est ça? Ouais, c'est Paul, exactement. Sur la réponse de Paul, écoute, je la trouve... il prend effectivement en comparaison d'autres acteurs pour lui dire, bon, bah, qu'est-ce que tu utilises en visio? Et comme tu utilises ces acteurs-là, c'est à peu près sous le même régime que moi. Quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal de prendre effectivement une analogie sur ces outils, puisque ça veut dire que bah, tu travailles déjà dans ces conditions et avec ce genre de prestataire. Après, est-ce que le prospect là est convaincu de la réponse? Ça, je vous laisserai débattre. Moi, je vais rajouter un truc. Je trouve que sa réponse était bonne, le bon ton, un peu rassurant. Tu utilises Zoom ou bon, bah, c'est pareil, ça ne change pas grand-chose, donc c'est rassurant. J'aurais même dit, si c'était le cas, on bosse avec des boîtes qui sont dans des secteurs ultra touchy niveau data. Je sais pas, des assurances, des banques, ce genre La d'entreprises qui ont des restrictions, des policiers autour de la donnée qui sont beaucoup plus restrictives que les vôtres, donc t'inquiète pas. J'aurais dit un truc ça en plus pour compléter. Bah non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, l'anecdote que je voulais vous raconter, du coup, là, on est sur le marché français. Et sur le marché allemand, en fait, c'est une crainte, une objection, si on peut appeler ça, qui est quasi systématique. Et du coup, j'ai raté plusieurs ventes à cause de ça. Ce qui n'est pas grave, hein, on progresse et on va apprendre. Mais donc, en gros, ce que je fais maintenant, j'ai un premier call où on fait une discovery, une qualification, vous connaissez tout ça. Et avant le deuxième call, du coup, la démo, ce que je dis, c'est en fait, je pense que vous avez bien compris ce qu'on fait chez Mojo. Et j'imagine que vous posez peut-être des questions vis-à-vis de la RGPD et du traitement des données. Je comprends potentiellement vos craintes et vos inquiétudes. Avant qu'on passe à la démo et à la valeur qu'on peut vous apporter, je vous propose qu'on parle de ça dès maintenant. Parce qu'en fait, en faisant ça, du coup, je vais gagner leur confiance dans la réponse que je vais leur apporter parce que c'est moi-même je me doute que c'est une crainte pour eux. Alors que ce que je faisais au tout début, c'est que j'attendais qu'ils m'en parlent. Et là, j'avais une réponse qui fonctionne, mais qui était un peu trop mécanique. Et en fait, ils ne me croyaient pas réellement. Ils mettaient en doute ma parole parce qu'en effet, je récitais un peu mon pitch. Alors que là, en fait, je leur apporte la même réponse, mais c'est moi qui propose d'en parler. Et c'est là où nous, on pense que chez Mojo, il y a certaines objections qui sont classiques et systématiques. Et c'est à nous de venir en fait, les aborder de manière totalement transparente. Et là, en fait, les gens, même si c'est la même réponse, les gens nous croient. Et si tu attends, si tu réagis face à l'objection ou la question du prospect, tu sens que le prospect est moyennement chaud de ta réponse, là tu te justifies. Et quand tu te justifies, c'est ça. Tu sors les rames. Là, c'est compliqué. Donc, et du coup, c'est ce que je voulais vous dire. Nous, Ouais, c'est dans l'anticipation, tu parlais de ça. C'est Ok, ça que je voulais très dire. bien. En fait, c'est connaître la réponse, mais en fait, des fois, on les connaît si bien qu'elles sont mécaniques et qu'on remet en doute notre parole. Du coup, essayons de les anticiper. Et là, en fait, les gens nous croient réellement. Tu dis quelque chose qui est très intéressant et qui fait tout le sujet effectivement d'aujourd'hui, c'est maîtriser les objections de ses clients, c'est aussi maîtriser son cycle de vente, augmenter son taux de closing et améliorer l'onboarding aussi derrière de ses sales. Donc c'est à prendre en compte, ne pas être passif vis-à-vis de l'objection, mais effectivement toujours de l'anticiper et de les faire intervenir dans les formations et finalement mettre les points délicats dès le début, après avoir connecté. Parce que le premier point, c'est connecter avec son interlocuteur pour qu'il soit ouvert et que ses objections soient honnêtes. Et ensuite, appuyons d'abord où ça fait mal et finissons effectivement par les sujets qui seront faciles, qui amènent derrière au closing. Ce qui me donne envie de dire finalement par rapport à la question précédente que est-ce qu'il faut attendre pour pouvoir répondre aux objections? À la rigueur, non. Mieux vaut les traiter tout de suite et au contraire faire en sorte que les objections apparaissent le plus rapidement possible pour ne pas perdre du temps. Moi, je pense Et accélérer le taux de closing. Ouais. Non? Tu es moyennement d'accord avec ça? Je suis mitigée parce qu'en fait, chez Ringover et même dans mes expériences passées en tant que sales, bon, je faisais pas mal d'élevage aussi, mais j'avais cette technique d'entonnoir, vous savez, où on démarre de large et on doit arriver là. Et souvent, quand tu es confronté à un prospect qui t'interroge énormément, qui a tout de suite des objections, donc effectivement, comme tu as dit, s'il y a des objections qui sont bloquantes, elles t'empêcheront de toute façon de passer aux étapes d'après. Donc il vaut mieux les traiter tout de suite et même les anticiper. Mais à l'inverse, des fois, quand tu te laisses un peu malmener, du coup par le prospect,
Ah ben, et puis du coup, tu n'as plus ta cadence. Donc en fait, c'est plus toi qui maîtrise le flow de ton entonnoir. Et donc, c'est ça qui me fait un peu peur dans le fait de dire bah, on n'a qu'à répondre voilà, fil de l'eau. au fil de l'eau. C'est un peu risqué parce que, et ce que j'aime bien, l'une des meilleures en tout cas démos que j'ai eues, je tairai le nom de l'entreprise, mais en tout cas, le sales est arrivé en démo, donc c'était en visio. Et il m'a dit voilà, j'ai pris 20 minutes de votre temps. Donc carrément, il a quantifié le temps. Il me répétait même souvent, il nous reste 5 minutes, etc. Bon. Et je n'ai pas pris en mode c'est trop rigoureux. J'ai pris en mode ah ouais, il est construit, il est précis, il m'a demandé 20 minutes de mon temps, il est en train de respecter ce timing-là. Et dès le début, il m'a dit voilà, je vous explique, je connais votre cœur de métier, j'ai tel client aujourd'hui dans votre secteur d'activité, tel concurrent, je connais très bien votre marché, votre service, peu importe. On a 20 minutes ensemble, je vous évoque tout de suite quelle est la valeur que je peux vous apporter. Et enfin, de meeting. Après 15 minutes, on aura 5 minutes d'échange et là, vous pourrez y aller. Toutes les questions qui sont les vôtres seront les miennes. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et d'où l'importance de la préparation. Ouais. Et j'ai trouvé Vous ça disiez pas tout mal. à l'heure. Parce que vraiment, il a pris les rênes, il a tenu l'entretien, qui était très timé, certes, mais pour moi, c'était une bonne chose. Et surtout, il m'a empêché de poser mes questions. C'est un peu comme quand tu as un boss qui va animer une réunion auprès de 40 personnes. Il dit, bon, par contre, pour les questions, c'est en fin de réunion, s'il vous plaît. Mais ça lui permet à un moment donné de faire son déroulement. Toi, tu notes si tu as quelque chose qui te vient à l'esprit. Et en fin de réunion, une fois que tu as évoqué tous tes points, là, tu peux traiter les objections ou les questions. Je peux poser une question? Tu as acheté? Oui. Oui. Oui, Même bien si fait j'étais son- pas la seule décisionnaire pour le coup. Hein. Oui. Mais en fait, on avait déjà même acheté. D'accord. Ça, je trouve que c'est super pour les prospects qui sont comme toi, sympas, j'imagine, structurés et qui écoutent ça et qui aiment quand c'est structuré d'un point de vue du commercial. Souvent, je ne sais pas si c'est la moitié du temps, on ne peut pas le quantifier, mais tu as le prospect qui explose ton agenda. Tu arrives, tu es préparé, tu es structuré, voilà ce qui va se passer, tu fais le fameux upfront contract pour dire voilà ce qui va se passer dans les 30 prochaines minutes. Ouais, etc. ouais. Et là, le prospect te dit non, mais vous n'avez pas compris. Hein. Ok, mais non, moi je viens pour ça. Et il t'hijack un peu ton agenda. Il faut essayer de revenir pour recadrer, mais c'est pas simple. Ouais. Non, mais je pense que se préparer pour un entretien, c'est très bien. Mais il faut surtout être préparé à ne pas être préparé. Ouais. Parce que là, ça peut arrive déborder, systématiquement. Donc, si les EI ne sont pas tout à fait préparés, qu'ils arrivent, parce que les clients, ils sont tout le temps comme ça, en Du fait. coup, hein. s'ils ont un script, là, ils sont désemparés. Parce Ah, qu'ils bah savent plus comment totalement. réagir. Et c'est Ouais. d'où l'importance de ne pas leur donner de script. Allez Tom, je te laisse réagir parce qu'il nous reste encore quelques audios Bah, à je écouter. suis partiellement d'accord avec ce qu'a dit Pauline, dans le sens où je Pas trouve évident, que c'est hein. une bonne technique, mais en même temps, il y a plusieurs risques à ça. C'est, si tu réponds aux objections à la toute fin, bah, potentiellement, tu peux perdre l'attention de ton prospect parce qu'il peut rester focalisé sur en fait, ça ne marchera pas pour moi. Tu vois, alors que c'est pour ça que moi, j'aime bien répondre aux objections tout de suite, parce qu'au moment où on la traite, c'est fini, on peut se reconcentrer sur la valeur, le produit. Et après, le risque aussi, c'est que je n'ai pas forcément réussi à bien garder mon timing. Du coup, il me reste 5 minutes. L'objection, elle est complexe, elle est assez longue à traiter. En 5 minutes, je n'ai pas le temps. J'y réponds, je ne prends pas de next step. Et c'est un peu la fin du cycle. Alors après, oui. C'est pour Quand ça que je te j'aime bien disais y répondre timer, c'est que directement. effectivement, le timing n'est jamais respecté. Mais du coup, en notre faveur. Parce que tu demandes 15 minutes du temps de l'interlocuteur pour l'attirer, en fait, pour susciter son intérêt. Mais au final, les 3/4 des gens qui acceptent 15 minutes, ils finissent à 45 minutes. Donc moi, ça me va, parce que je l'avais prévu dans mon timing. Mais c'est juste pour vraiment respecter un timing initial. Après, effectivement, s'il y a du débordement, allons-y, quoi. Mais ouais, c'est difficile. Franchement, c'est difficile parce que je pense que ça dépend aussi, effectivement, de la formation qu'on impose aux sales, leur seniorité, parce que avoir cette intelligence émotionnelle et situationnelle à un moment donné, de bien timer les choses tout en gardant l'emprise sur le prospect et en étant à l'écoute et une écoute active, ouais, là c'est un peu le sales rêvé, quoi. Et ça dépend aussi du produit ou service que tu vends. Si tu vends un truc ultra complexe, bon ben, il faut les traiter peut-être au fil de l'eau, mais c'est un truc assez transactionnel que le prospect comprend très vite. Peut-être que tu peux les aborder différemment. Donc ouais, il y a tout un tas de choses qui influent. Ouais. Là, typiquement, sur l'objection qu'on vient d'écouter, effectivement, c'était normal qu'elle soit répondue. Pour conclure sur ça, effectivement, il a bien répondu. La seule chose que j'ai envie de te dire, Paul, parce qu'on se connaît aussi un peu personnellement, c'est que j'aurais aimé quand même, je joue mon rôle un peu de consultant, qu'au tout début, tu dises « oui, c'est légal » et après que tu l'expliques. Parce que finalement, dans la réponse, il l'a expliqué, il a donné des exemples, il a rassuré en disant effectivement, bah voilà, comme d'autres fonctionnalités qui sont sur le marché, comme d'autres concurrents qui peuvent proposer cette feature, c'est tout à fait légal. Mais on ne l'a jamais entendu une fois dire oui, c'est légal et je m'engage à ce que ça soit légal. Sur des questions objectives, il faut aussi savoir répondre de manière très objective, oui ou non. Je vous propose d'écouter, allez,
La piste numéro 4, s'il vous plaît, Régie. Le POC. C'est pas mal. Comment vous faites pour faire tester? Il y a moyen de tester, C'est un, la- c'est un peu complexe. Je dirais en fait, on a un peu un manque de ressources pour du test, dans le sens où comme on s'investit pas mal et on a envie que ça marche, Mhm. c'est pas confort pour nous de se mettre en mode test alors qu'on investit et qu'il n'y aura pas de. Imaginons que ça marche pas. Ouais. Et je trouve même en engagement, si tu veux, comme nous on s'engage à fond, c'est pas mal aussi que ça soit réciproque. Ce que je dirais le truc avec lequel on peut être confort, c'est de se dire que vous avez un premier mois résiliable quand vous voulez. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'adoption, si vous sentez que tout ce dont je vous ai parlé, c'est pas en train de se passer. Et ça, je suis plutôt à l'aise. Ok. Ouais. Ouais, c'est un truc comme ça que Ouais, j'imaginais. bah parfait. Ok. Ok. Alors après un mois, le temps que ce soit installé et tout. Oui, enfin, évidemment, on s'entend sur la date du Un départ, mois, mais ouais, ouais. bah, Ok. tu vois, évidemment, on Ouais. n'est pas con, quoi. Ouais, ouais. Ok. 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 Non, mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Alors là, on a une objection pour se remettre un peu dans le contexte où c'est Paul, hein, c'est ça aussi là qui parle. C'est Top, Paul, ok. exactement. Paul, où effectivement il y a son prospect, donc il est en étape de closing, qui lui dit écoute, ça a l'air pas mal ton truc. Néanmoins, j'aimerais bien tester avant d'acheter. Et là, effectivement, ce qu'il lui propose, il lui dit je sais pas trop, mais par contre, on peut faire effectivement un mois gratuit, quoi. Je résume bien? C'est exactement ça. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez alors de sa Alors, réaction j'ai de dit sa- c'est exactement ça, mais en fait, c'est pas exactement ça. D'accord. C'est un an d'engagement avec le premier mois résiliable D'accord. et c'est facturé. Ok, donc pas de free, pas un mois test gratuit, c'est Exactement. tu t'engages, mais on t'offre un mois et cas échéant, si au bout d'un mois ça ne te convient pas, on a la possibilité d'arrêter. Encore une fois, on ne l'offre pas, il est facturé, Ok. mais il a une porte de sortie. Et Ok. En fait, lui, le seul élément sur lequel il va être assuré, c'est est-ce que ce que Paul m'a promis va avoir lieu et est-ce qu'il va avoir un usage et une adoption fort de la part de mes équipes. Ok. Et dans ces 30 jours-là, on a largement le temps de lui prouver. Et si on n'arrive pas à lui prouver, eh ben, il peut partir. Ok. Qui veut Je trouve ça réagir pas sur mal. ça? Bah, alors après, Vas-y, toi, vas-y. tu as l'air plus... Non, moi je trouve ça pas mal pour plusieurs choses. Parce que effectivement, comme tu l'as dit, quelqu'un qui veut tester, c'est quelqu'un qui à un moment donné... Alors, ça veut dire aussi qu'il y a de la méfiance du coup. Je veux tester parce que je suis quand même pas sûre à 175%. Bon, déjà, il faudrait comprendre pourquoi vous voulez tester. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans tous nos échanges passés, là, je t'ai pas convaincue pour que tu partes demain avec nous. Mais lui proposer effectivement cette option-là, déjà, je la trouve pas mal tournée. En tout cas, cette stratégie-là de faire un abonnement sur un an, mais tu peux partir sans frais et sans coût au bout d'un mois, franchement, c'est pas mal. Et il l'amène bien et on a... Bon, après, est-ce qu'effectivement, il a signé? Je crois que oui. Et pour vous donner juste un peu de contexte, on a 1 an et demi Mojo. Et cette objection-là, le call qu'on entend, si je ne me trompe pas, c'était il y a 1 an. On avait ouais. à peine 15 clients. ouais. Et donc, en fait, bien entendu qu'on devait rassurer sur l'usage et l'adoption et que c'était compliqué d'engager tous nos clients sur 1 an directement. Et donc, en fait, on leur proposait cette période résiliable Ok. qui nous permettait de leur mettre le pied à l'étrier et de faire qu'enfin on se lance. Et après, nous, derrière, on se donne au max pour que Mojo, ça marche super bien Donne-nous et ton que ça soit analyse. pertinent. Parce que tu back Paul, c'est normal, c'est normal. Vas-y. Non, moi je trouve que c'est intéressant parce que bon, chez Front, c'est la même chose. Ouais. Les prospects veulent souvent tester la plateforme. Donc j'ai cette objection aussi à peu près toutes les semaines. Je suis dubitatif quant au fait qu'il parle de lui en fait. Et Paul parle de lui et disait ouais, pour moi, c'est pas trop confort. En fait, je pense que c'est tout le temps à propos du prospect. Il faut déguiser que bien évidemment, on a un intérêt aussi. Le prospect n'est pas bête, hein, on est des commerciaux. Mais moi, je n'aurais pas dit non, c'est pas très confort pour moi de faire ça. Ouais, moi, si je suis prospect, si je veux tester, je m'en fous que c'est pas confort pour toi. Moi, ça m'intéresse moi, quoi. Donc j'aurais, in fine, ça s'est bien passé. J'ai tendance à dire oui sur le test, mais avant ça, demander, comme tu as dit, mais pourquoi vous voulez le tester qu'est-ce que vous aimeriez Non, pourquoi vous voulez le tester et qu'est-ce que vous aimeriez tester Parce que vous voulez tester quoi Vous voulez tester pour voir si les couleurs sont belles, pour voir si ça se connecte vite, si ça fonctionne comme vous me l'avez dit, si vous voulez voir si mes collègues l'adoptent réellement. Vous voulez tester quoi Parce que le test, si c'est 1 semaine, 1 mois, plus, moins,
il est cadré. Ça ne peut pas être un test comme ça, parce que si c'est comme ça, les gens ne sont pas engagés et on ne peut pas s'assurer de l'engagement. Et du coup, l'opt-out ou la possibilité de s'en aller au bout d'un mois, elle est risquée. Donc je pense qu'il faut le cadrer, dire vous voulez tester quoi? On peut faire des offres de tests, mais on les fait plutôt de manière personnalisée. Vous aimeriez faire quoi, vous? Et après, tu lui fais croire que tu... Et c'est pas mentir, jamais mentir d'ailleurs, mais toujours lui faire sentir que c'est un truc qui est vraiment fait pour lui. C'est custom, c'est du sur-mesure. Vous voulez tester ça? Bon, bah alors on va faire une semaine de test si vous voulez. C'est gratuit. On va faire un mois, mais là c'est payant parce qu'on engage des ressources. Donc, calibrer le test ou ce qu'on propose par rapport à ce qu'il nous répond. Mais l'objectif, du coup, c'est face à une question qu'on repose. J'aime bien la dualité de votre réponse, puisque c'est 2 stratégies en ce moment qui se mettent en place sur les techniques de closing. Soit on est dans le soft selling, ce qui se fait beaucoup dans le SaaS, sur toute notre boîte, et à la fin on hard close, ce que fait exactement Paul. C'est pour ça la Head of Sales, elle aime bien en disant allez vas-y, close-le, passe au client suivant, le produit il est bon, tu verras, ça va bien se passer. Et on voit aussi le sales qui se dit non, lui ça fait longtemps effectivement que je le pisse, que je travaille au corps, je ne vais pas prendre le risque de la closer, tant pis je vais faire 1 ou 2 rendez-vous de plus, mais celui-là je ne le lâche pas, je vais jusqu'au bout. Donc avec les avantages de hard close, on finit bien son Q4, mais en revenant sur effectivement le questionnement, mais pourquoi tu peux le tester, etc., on prend le risque de ne pas le closer tout de suite, mais je pense qu'on s'assure un taux de renew, un taux de renouvellement beaucoup plus fort et donc un taux de casse finalement plus faible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement d'accord avec Hugo et je pense que si un test n'est pas cadré, il ne réussira pas. C'est clair. Même quand il commence à parler avec son objection, la première question, c'est qu'est-ce que vous voulez tester et pourquoi vous voulez le tester? Parce que moi, je peux m'engager sur 1 mois de test, ça c'est vos règles à vous, mais je veux bien m'engager à condition que vous vous engagiez dans l'autre sens. Parce que là, en fait, on est en train de faire que dans un sens. Moi, je te donne, mais toi, tu me donnes quoi en échange? Donc là, en l'occurrence, votre modèle est un peu différent, mais il faut qu'il y ait un win-win des 2 côtés. Je vais tester votre produit, il n'y a pas de problème, mais dans quel cadre? Le petit bouton rose de tout à l'heure, non, je le veux bleu, moi, donc, mais pourquoi? D'accord? Donc je pense que extrêmement important de cadrer et dans son objection, quand il aurait dû répondre, c'est ce que moi j'aurais répondu, j'aurais dit, enfin, ou vous, les sales, vous auriez dû répondre, je pense, oui, mais que voulez-vous tester et pourquoi on doit le tester? Okay. Je pense que ça, c'est important. Il faut cadrer, ça c'est très important. On a tendance aujourd'hui à présenter le test. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent aussi ont cette phase de test en fonction du produit, du service qu'ils proposent. Mais cette phase de test, elle est proposée un peu de manière naturelle aujourd'hui. Elle n'a pas elle n'a pas de valeur perçue, parce qu'on la propose même systématiquement. Et comme tu dis, on n'a pas toujours l'engagement de l'autre partie. Donc moi, j'ai des sales qui se retrouvent aujourd'hui à ouvrir des comptes de test. Mais par contre, la personne ne se pointe pas le jour du rendez-vous. Finalement, c'était 2 personnes, elle en veut 10. Ou alors, elle en voulait 10, puis en fait, il n'y a personne qui teste. Elle va ouvrir le compte de test, mais sans forcément l'essayer. Donc, effectivement, ça se cadre, ça s'encadre. Les règles doivent être extrêmement fixes et déterminées dès le démarrage. Alors, si je devrais reprendre mon rôle de consultant, et il n'y a que Paul qui pourrait nous donner la réponse, c'est que ça va dépendre finalement de l'interlocuteur. C'est-à-dire que soit il sent que son interlocuteur utilise cette objection pour négocier le prix, avoir un cashback, une réduction, etc. Ou soit il sent que son interlocuteur a un réel doute quant à l'utilisation du produit. Et en fait, selon le cycle de vente qu'il a eu avec lui, c'est là où on se dit, est-ce qu'on va aller effectivement plutôt vers du hard closing? On lui dit non, nous c'est 1 an, on te fait 1 mois et une porte de sortie en 1 mois. Ou alors, si on sent vraiment qu'il y a un doute quant à l'utilisation du produit, là on repart sur la méthodologie du go, on va re-questionner, réassurer avant effectivement de lui proposer le closing. Ça vous va comme finalité avant de passer au... Ouais, c'est bien. Ouais, je pense Au Road Rush. les deux Je suis la Suisse ce Oui, soir. les méthodes Juste sont pour- Ouais, créatives, les hein. deux méthodes arrivent au même résultat. Parce que Pierre Michel nous a Oui, mis non, en dualité. peut-être. Mais... Je pense que les deux Exactement. méthodes arrivent au même résultat et avec du soft closing, on peut arriver à un résultat de closing même à la fin du call. Ouais. Et lui, en fait, c'est plus leur donner l'impression que c'est eux qui contrôlent. Oui, mais ce que je veux te dire aussi, c'est que si tu n'as pas perçu que derrière, c'est une technique de négociation de prix, Ouais. moi, je t'attrape et je te refais parler pendant des plombes. Au bout d'un moment, tu vas faire 10 rendez-vous avec moi. Ton head of sales va dire, allez, accorde-lui 10% de réduction et passe au client suivant. D'où l'importance de l'analyse effectivement comportementale de son prospect pendant tout le cycle de vente. Là, on n'a pas effectivement tout ce qui s'est passé en amont, mais c'était effectivement pour pointer du doigt ça. Et vous savez pas ce qui Sur s'est l'humain. passé ensuite, qui est, Exactement. on leur demande un certain engagement et on cadre le POC avec des stades d'usage, puisque tout le ROI qu'on leur promet finalement, il apparaît une fois qu'on utilise notre solution. Et donc ce qu'on leur demande, c'est que nous, on va être à fond derrière leur compte, même si c'est une période de test qui est résiliable et qu'on n'a aucune assurance qui reste avec nous. On va quand même être à 200%. Par contre, on leur demande la même chose.
c'est-à-dire d'aller sur la plateforme, de réécouter des appels, de s'entraîner. Et donc, on cadre le POC, ce qu'on ne faisait pas du tout au début. Et on a eu quelques déceptions. Et maintenant, quand on offre un POC, eh ben, on demande certaines contreparties en retour. La réciprocité. Allez, toujours sur ce sujet-là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais comme le sujet du prix est toujours un sujet qui intéresse, surtout sur le SaaS, hein, c'est compliqué parce que généralement nos prix sont fixés, on peut y déroger. La régie, je vous propose de nous mettre la piste numéro 1, objection prix de chez Mojo. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que, et c'est une des objections qui revient très souvent, c'est pas donné, hein, mine de rien. 89 € par sales, ça revient à presque aussi cher que notre CRM, si tu veux. Ouais, grave. Bah non, mais c'est évidemment pas donné. Après, si demain, tu fais comme Newmancraft, plus 15, plus 20% sur leur taux de closing, c'est les résultats qu'ils ont. Tu vois, en termes de new MRR, qu'est-ce que ça te rapporterait toi, tu vois? C'est ça aussi, pour le retour sur investissement que ça pourrait avoir. Aze, ils ont énormément de sujets, ils n'ont pas non plus 89 € par sales à claquer. Là, on a fait une équipe de 60 sales, mais si ça se passe bien à la fin du POC, on onboard les 200 et quelques sales. C'est un budget énorme pour eux. S'ils le font, je pense que c'est qu'ils voient vraiment un retour sur investissement et l'impact que ça pourrait avoir chez eux. Et je pense la même chose pour vous. Et sur cette démo, tu as compris aussi ce que ça pourrait éventuellement vous apporter. Et c'est pour ça que pour moi, il faut faire un POC. Mais par contre, le POC, j'aimerais bien qu'on le fasse dans les conditions les plus optimales possibles. Et donc, c'est quand il y a de l'activité. Tu me disais de le faire éventuellement quand ça serait calme cet été et tout. Mais pour moi, si on fait un POC, il faut qu'on le fasse quand il y a des calls, quand il y a du closing, quand il y a du call, etc. Parce que si on le fait et il n'y a pas de volume de call, on n'aura pas d'analytics derrière. Et à la fin du POC, oui, c'est trop cool Mojo, mais on ne l'a pas trop utilisé parce qu'on n'avait pas trop d'activité en ce moment. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc moi, je suis tout à fait d'accord d'attendre peut-être un peu que les sales soient prêts à mettre une solution en place, ça c'est à toi de juger, mais il faut qu'on le fasse à un moment où il y a de l'activité, sinon on n'arrivera pas à évaluer le ROI. Et Allez, Maria, je te sens bouillonner parce que là, on a beaucoup de choses dans cette Je pense que dans tu cette commences à me contre-objection. connaître. Déjà, la Exactement. première chose, j'aurais jamais répondu à sa question. Oui, c'est vrai, on est cher. Ben non, c'est pas vrai, on n'est pas cher. Hein. C'est quoi la valeur de mon produit? C'est pas le prix que je vais payer, c'est la valeur que je vais vous donner. Donc, j'aurais jamais commencé par répondre oui, vous avez raison, c'est cher notre produit. Ben non, c'est pas le cas. Notre produit, il va vous apporter quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous vous souvenez, on a qualifié vos besoins, c'est ça. Et notre produit répond, ça tombe bien à ça. Donc du coup, en fait, il ne va pas vous apporter, vous n'allez pas payer le prix, vous allez payer la valeur que ça va vous rapporter. Et en fait, vous n'allez pas non plus dépenser de l'argent, vous allez gagner de l'argent avec ce que je vais vous donner. Exactement, vous allez gagner de l'argent. Donc là, vraiment, je n'aurais pas commencé par dire oui, on est cher. Jamais. Donc, toi, tu n'accueilles pas, tu ne Ah conseilles non. pas d'accueillir, mais s'autoriser à dire non, je ne suis pas d'accord. Non, j'ai pas dit qu'il fallait dire non à l'opposé, mais il faut pas dire oui, je suis cher. Il faut dire ah oui, écoutez, c'est votre opinion, mais reparlons un petit peu de aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vous apporter chez vous, plutôt que de dire c'est juste cher. Hein. Parce que c'est facile de dire c'est juste cher. Hein. Je vais m'acheter un stylo, je vais trouver que le stylo il va être cher. Hein. Mais pourquoi il va être cher? Mais je vais en avoir besoin pour écrire. Hein. Donc c'est ça en fait, c'est retourner, c'est comme toujours, hein, c'est retourner les choses en se disant mais oui, peut-être que c'est cher, mais ça doit avoir il doit y avoir une raison. Donc je pense que là, j'aurais pas commencé ma réponse comme ça, en fait, en tout cas. Ok. Pauline. Oui, Maria, effectivement, on peut être empathique. Attention, accueillir une objection, c'est être empathique. Donc c'est entendre qu'à un moment donné, l'autre nous challenge. On ne va pas non plus être en frontal. Donc on accueille. Mais là, on est sur la surempathie, où là, carrément, on valide ce qu'il est en train de nous dire et qui, du coup, est à l'opposé de nous, le motif ou la valeur effectivement perçue, comme tu le dis. Il y a aussi un autre truc qui m'a étonnée, c'est le temps de parole. Le temps de parole entre le prospect et le sales. Là, le sales, il a énormément parlé. On a très peu entendu le prospect. Le prospect a dû parler 20 secondes au début pour du coup évoquer le prix. Il a été en plus gentiment, de manière habile. Et puis à la fin en disant oui, tu dois avoir raison. Mais justement ce fameux je creuse, je questionne, je traite l'objection. Ça, pour moi, ça n'a pas été fait sur cet échange. Je dis bien sur cet échange. Et effectivement, la gestion du prix aujourd'hui est quelque chose de récurrent, mais ce n'est qu'une question. Et à partir du moment où on creuse et où, comme tu disais, on a établi ici tous les objectifs ou les intérêts de l'interlocuteur et qu'on y associe les bons bénéfices, ça doit paraître évident. Dans les faits. Je vous trouve là pour le coup assez dur. Hein. Finalement, c'est plutôt moi qui suis dur, parce qu'il a quand même utilisé une des techniques qui est de l'anti-vente. Au fur et à mesure, il dit oui, effectivement, tu peux nous trouver cher.
fine. Bon, il a dit oui, on est cher. Bon, après, c'est quand même le terme réaliste. qui vous dérange, c'est pas donné. Parce que, à mon avis, c'est juste. voilà. On Mais- connaît pas le mais d'un contexte, autre côté, ni qui est son interlocuteur. Parce que le Et puis, on client, n'a pas toute l'histoire. Exactement. Oui, Le c'est terme, sûr. en effet, un peu familier, c'est pas donné, c'est pas le meilleur terme. Je pense qu'il veut dire que ça représente un investissement et je comprends ça. mais il ne faut pas oublier quand même que le prospect en face l'a comparé à un CRM, qui est quand même un outil beaucoup plus complet, qui dit c'est le même prix du CRM. Donc il met déjà quelque chose en parallèle Alors, d'autre chose. Donc parler de valeur, etc., je pense que ça aurait pu être une usine à gaz dans ce cas effectivement spécifique. Il a quand même joué sur un truc qui est... Alors là aussi c'est touchy, il ne faut pas l'utiliser à l'extrême, mais effectivement l'anti-vente, en disant oui, c'est un produit à forte valeur ajoutée, tu t'es déjà mis d'un CRM, c'est l'étape d'après. Si ce n'est pas le bon moment pour toi, effectivement, Rappelle-moi on quand tu auras peut- l'argent, quoi. on peut le reporter. Donc ça, effectivement, ça permet de commencer à challenger, là aussi, de transformer la relation d'un commercial vendeur en client-acheteur. Là où je pense, effectivement, que ce n'est pas forcément un bon choix, c'est quand il cite le nom d'une entreprise, on est, le Humancraft, eux, l'utilisent, en plus 15 à 20%. On a dû dire, mais mon coco, nous, on n'est peut-être pas Humancraft, on n'a peut-être pas les mêmes moyens, on n'a même pas les mêmes outils. À part ça, je trouve que le coup de l'anti-vente était plutôt pas mal. Moi, je réagis aussi avec une question. Comme tu as dit tout à l'heure, déjà faire une analogie, s'il compare un CRM, tu peux très bien dire, bah écoute, ouais, 89 € par personne par mois, c'est 2 restos, enfin, c'est pas non plus énorme. Au-delà de ça, Tu vas dans des bons restos. ouais, 2 bons restos en fin de quarter. Non, mais ça serait dire, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on est pricé à 89 ? Et tu poses la question juste, d'après toi, pourquoi on a ce prix-là ? Enfin, on a 250 clients, et d'après toi, pourquoi on a ce prix-là ? Mais vraiment une question honnête, légitime, et tu le laisses parler. Et c'est d'ailleurs une collègue qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, qui était chez dans une boîte à Dublin, une boîte SaaS, et qui m'a justement donné ce petit tip, cette question à poser quand on dit mais vous êtes cher. Ouais, mais d'après vous, pourquoi est-ce qu'on est à ce prix-là ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas cher, mais pourquoi est-ce qu'on est à ce prix-là ? Il y a forcément une raison, non ? Et tu le laisses parler. Je ne sais pas si ça marche tout le temps, en tout cas, je ne pense pas, mais en tout cas, ça peut être un truc utile pour justement pas se justifier et narrer, dire des choses et sortir les rames. Oui, c'est ça. En tout cas, pour défendre mon collègue, je pense que ce qu'il a bien fait, c'est de parler, de dire qu'il comprend C'est que ça gentil déjà représente un qu'il se soit prêté investissement. à l'exercice. Oui, Deux, merci. il a cité des entreprises que son interlocuteur connaît, qui sont du même secteur, du secteur du recrutement, et qui parlent à ce prospect-là, Ok. et qui, eux, dépensent cette somme-là pour une valeur, Ok. enfin, pour un ROI. Et donc, en effet, c'est peut-être pas la meilleure réponse à l'objection prix, mais bravo Grégoire, c'était pas mal du tout. Bravo Grégoire. Et merci d'avoir Bah oui. prêté l'exercice. Alors, on a beaucoup de rush encore audio. Malheureusement, ça fait déjà 1 heure qu'on papote ensemble. Donc, on va devoir commencer à conclure. Avant ça, vous êtes tous des sales aguerris ou même head of sales ou anciens sales. J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table, vous, de votre carrière professionnelle. Quelle est soit finalement l'objection qui vous énerve le plus au quotidien, que vous êtes le plus énervé, ou l'objection la plus rigolote que vous ayez eue jusqu'à présent. Qui en a une en tête là pour commencer? La plus drôle, c'est je vais en parler à ma grand-mère. Ah, Et là, du coup, je me dis, ah oui, d'accord, il va en parler à sa grand-mère. Mais du coup, à quel moment, en fait, j'ai loupé comment on y cette répond étape clé que le décisionnaire ou le signataire, c'est la grand-mère. Et après, là, effectivement, je creuse. Je dis, bon, d'accord, votre grand-mère, pour quelle raison j'ai loupé une étape? Mais si la décision ne reposait que sur vous, vous diriez plutôt oui ou vous diriez plutôt non? Du coup, le fait d'avoir son accord. Et puis, celle qui m'agace le plus en ce moment, mais surtout que j'ai pas mal de personnes de mon équipe qui nous regardent. Donc, c'est celles pour lesquelles on est confronté au quotidien aujourd'hui en call calling. Donc, je pense bien à eux et également à nos équipes, en tout cas de Louis à Barcelone. C'est le j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, j'ai pas de besoin. Voilà, ça c'est en call calling. C'est les genres aujourd'hui en tout cas, c'est les objections qui m'agacent le plus parce que on laisse même pas la place à la discussion. Et j'ai l'impression que fut un temps, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais fut un temps, j'ai l'impression qu'on en avait moins des objections. Alors peut-être parce qu'on faisait plus de rendez-vous physiques, peut-être qu'on faisait plus de porte-à-porte. Et en fait, on était souvent accueillis avec un café et avec une discussion. Aujourd'hui, le refus, il est quand même hyper catégorique, il est quand même violent. On est obligé de former nos sales sur l'appropriation du non, en lui disant, t'inquiète pas, hein, même si tu as 90 non et 2 oui, il faut comptabiliser les oui. Enfin, on en est carrément à là. Donc ça, c'est celle qui m'agace un peu. Mais encore une fois, il faut que les sales trouvent des trucs et astuces, trouvent effectivement des leviers en interne des prescripteurs, contactent par n'importe quel biais, n'importe quel canal aujourd'hui leurs prospects pour être plus pertinents. Voilà. Hugo?
Moi, j'ai pas d'anecdote rigolote, j'en ai pas en tête là tout de suite. Par contre, celle qui m'agace, j'en ai et c'est souvent. C'est soit l'un ou l'autre. Hein. Ouais. Si vous avez les deux, vous pouvez dire les deux. C'est souvent vers la fin du cycle de vente, donc on se rapproche du closing, donc il y a un peu l'excitation qui monte, faut un peu la cacher, mais elle monte quand même. C'est on nous sort un truc, on n'a pas vu venir, et ça sort de nulle part. Et là, du coup, je le prends un peu sur moi en me disant, putain, ça j'aurais peut-être dû le voir avant, mais il n'y avait vraiment aucun signe avant-coureur pour m'indiquer qu'il allait se passer ça. Et c'est quand le prospect sort un truc un peu de nulle part, sorti du chapeau. C'est un exemple là? Ça va être quoi? Ça va être là tout de suite à chaud. Alors, non, je n'ai pas l'exemple complet malheureusement. J'adore en avoir un. Mais du coup, c'est plutôt des suppositions que moi je fais pendant le cycle de la vente et c'est des questions que j'ai oublié de poser. Et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, je me dis, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas posé cette question avant? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas posé cette question avant aussi? Et du coup, ça déstabilise un peu parce qu'on a l'impression que c'est fait. Mais en fait, non, ça rallonge encore de quelques semaines, quelques mois le cycle de vente. Et ça peut être assez frustrant. Si j'ai un exemple d'ici la fin, je le ressors, mais là, je ne l'ai pas malheureusement. Ça marche. Maria? Moi, je voudrais dire, et puis par rapport à ce que disait Pauline, la sursollicitation. Et je pense que c'est pour ça qu'on entend ce genre d'objection tout le temps. Les gens sont sollicités en permanence, que ce soit à titre professionnel ou privé. Je pense que vous avez sur vos téléphones mobiles des appels tout le temps pour vous vendre je ne sais pas quoi. Et en ce moment, c'est beaucoup sur la formation d'ailleurs. Donc, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc moi, je n'ai pas d'objection en tête. Par contre, en tant que Sales Enablement, je me dis il y a quand même quelque chose qui est important dans un cycle de vente, c'est la qualification. Si on comprend, et je repars dans le côté empathique et humain qui est réellement... Moi, j'ai toujours été... Quand j'étais commerciale, je créais une relation avec mon client pour qu'il me dise les choses et que je n'avais pas peur qu'il me dise des choses et qu'il me pose des questions qui me dérangent. Parce que s'il ne me les pose pas, eh ben, ça va venir comme un cheveu sous la soupe. Donc si on ne crée pas cette relation de confiance, et ça passe aussi par la compréhension du business du client lui-même, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son parcours, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est quoi ses posts sur LinkedIn. Je passe mon temps à regarder ça, je ne suis pas en contact avec les clients moi-même, mais si on me demande de venir parler chez les clients et que je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne peux pas parler à un client. Donc la qualification, je pense que c'est la clé et la relation avec son client. Alors évidemment, je prône Salesforce, mais moi je suis humaine. Je ne comprends pas les gens si je ne leur pose pas de questions. Et j'ai toujours été dans ce côté-là. Donc vraiment le côté humain. Super. Tom? Alors moi non plus, j'ai pas d'anecdote, je suis désolé. Mais par contre, j'ai une objection qui m'agace fortement. C'est quand on me dit que Mojo est un outil gadget. Voilà, c'est un gadget, super. Et Alors, tu réponds comment? bah, là, c'est dur. Enfin, c'est vrai que là, il faut rester touche à bien l'ego, calme. là, c'est pour te titiller. Bah, là, pour le coup. non, mais quand tu es un peu passionné par ton job, que tu es persuadé de la valeur que ton outil apporte et que tu accompagnes 150 des plus belles boîtes tech d'Europe, tu es assez persuadé de la valeur de ton outil. Et du coup, là, c'est quand même une objection que je trouve très dure. Et c'est vraiment pas facile d'y répondre d'une manière calme et polie. Du coup, il faut essayer de reparler de valeur. Et là, il faut citer juste des références et potentiellement des relations que lui ou elle connaît, qui lui pensent que, qui pensent que eux, ça a changé leur organisation commerciale. Mais celle-ci, elle est dure. Quand on dit que tu bosses pour un gadget, moi, ça me fait mal personnellement. Du coup, là, je cite des références et je lui dis, bah, tu vois, si le head of sales de telle et telle boîte l'utilise et qu'il en est convaincu, bah, peut-être que je peux vous faire un mail d'intro et tu lui demanderas si pour lui c'est un gadget et qu'il dépense 89 € fois 50 sales pour un gadget. Très bien. Et oui, il faut de la résilience, il faut savoir aussi encaisser. C'est pas toujours évident puisque quand on est sales, on est bon à partir du moment où on s'épanouit, qu'on vend avec nos tripes, qu'on a le smile, qu'on prend plaisir. Et il faut pas oublier qu'on est là pour trouver des solutions pour la croissance des boîtes effectivement qu'on approche. C'est un métier qui est toujours aussi passionnant. On pourrait continuer à parler effectivement de ce sujet, des objections encore pendant plusieurs heures. Malheureusement, il va falloir qu'on clôture hein, parce que notre super plateau de régie après vont mixer en boîte de nuit ce soir. Ils sont assez impressionnants. J'adore les taquiner à chaque fois en fin de live talk. Ils se demandent pourquoi. J'aimerais, en conclusion, laisser pour les CEO et les head of sales qui nous écoutent un peu une clé de réflexion, qui est de se dire
On voit bien effectivement que le sujet d'objection est à la fois très important et suscite l'intérêt des sales qui ne se sentent pas toujours formés, accompagnés sur le sujet. On a eu plus de 1000 inscrits sur ce Live Talks, mais aussi ça va être le symptôme aussi de l'orientation stratégique de la boîte. D'une, le nombre d'objections, c'est aussi se poser la question de est-ce qu'on applique les bonnes méthodologies de vente qui sont appliquées à son offre de produits et services, et ça touche aussi au marketing. Est-ce que si le nombre d'objections augmente, et peut-être la question à se poser si notre offre correspond bien toujours aux attentes du marché. Et en ça, effectivement, le KPI, le suivi des objections de manière quotidienne et de pouvoir les mesurer est extrêmement importante pour la réussite de vos équipes commerciales, pour l'épanouissement de vos sales et aussi le succès de vos entreprises. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée. Pauline, Hugo, Tom, Maria, un très grand merci pour votre présence. J'allais dire cet après-midi, ce soir, on est un peu entre les deux. Et la journée n'est pas finie exactement. Hein. On est en milieu fin de Q4. Il va falloir tabosser, hard closer, soft closer. Closer tout court. Et je vous dis à très vite sur notre média We Are Sales. Passez une excellente soirée.